Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine En toute vérité. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Monsieur Jesse Numbi. Il est cadre de l'ECT Katanga, parti que se nomme Éveil pour la conscience, le travail et le développement. Je pense que c'est ça. Monsieur. Éveil de la conscience pour le travail et le développement. Merci bien, Monsieur Jesse Numbi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. Héritier Maïla, bonsoir. Bonsoir Sanga, bonsoir à M. John Jesse, bonsoir également à ceux qui suivent le magazine En toute vérité. Mesdames, Messieurs, avec notre invité, nous allons parler beaucoup plus de l'opportunité de la tenue d'un dialogue entre les forces vives de la nation congolaise. Nous allons faire un clin d'œil sur la problématique du découpage territorial. Nous allons parler aussi de l'indépendance de la République démocratique du Congo, 55 ans après, et tant d'autres questions d'actualité. Monsieur Jesse, bon, l'actualité oblige, c'est l'indépendance de la République démocratique du Congo, 55 ans après. Vous, en tant que politique, quel bilan vous dressez? 55 ans après l'indépendance de la RDC, je pense que l'heure n'est pas vraiment au bilan, mais plutôt l'heure est à faire, ou plutôt à définir pratiquement les horizons pour un Congo plus beau qu'avant, comme nos pères nous l'avaient déjà donné dans notre hymne national. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore une chance, parce que 55 ans, c'est déjà un grand monsieur qui est tellement mature. La RDC est encore en train de balbutier, est en train de marcher à tâtons. C'est à peine 10 ans que la RDC est en train de se mettre debout et de faire de petits pas. Ce n'est pas encore suffisant pour les 55 ans, mais c'est peut-être aussi l'occasion, 55 ans après, que la jeunesse, que la nouvelle génération, parce que 50 ans, c'est déjà une génération qui est passée, c'est peut-être le moment où une nouvelle génération devra prendre ses responsabilités et pouvoir mener à bien, prendre le virage de l'émergence de la RDC et pourquoi pas du développement qui était annoncé déjà par le chef de l'État, parce que bientôt 100 ans d'indépendance. Nous sommes dans ce virage-là, nous devons déjà promouvoir une nouvelle classe politique. Monsieur Jesse, donc, pour ne pas vous prendre au mot, quand vous dites que c'est il y a à peine 10 ans que la RDC est en train de se mettre debout, vous voulez dire que toutes les années précédentes, rien n'a été fait en République démocratique du Congo? Monsieur le journaliste, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que vous allez constater avec moi, c'est que les 45 ans avant, nous avons été beaucoup plus nous avons été dans une dictature à outrance qui n'a jamais été connue dans le monde, qui a eu comme conséquence de mettre le pays à genoux et pratiquement dans un gouffre. Et les années 97, le Musée Kabila est venu pour pratiquement libérer. On a parlé d'une guerre de libération et tous les Congolais sont conscients que la RDC était dans un bourbier, dans un esclavagisme politique, spirituel, et avec la venue de Musée, la libération a commencé. Et c'est un travail de titan, et je peux dire que de la sortie du gouffre et vers les années 2005, 2006 pratiquement, que la RDC a commencé à se présenter sur l'échiquier international comme un pays démocratique. Voyez-vous, donc pour moi, je pense que c'est vers ces années-là que nous pouvons parler aujourd'hui de la RDC, parce qu'avant, c'était peut-être le Zaïre ou le Congo, mais démocratique. Je pense que les fondements de la démocratie ont été lancés à partir il y a à peu près 10 ans. Donc, le 24 avril 1990, si vous posez la question à tout Congolais, il vous dira que c'est là où les jalons de la démocratie ont été jetés avec le Zaïre de Mobutu. Je pense que nous devons faire la part des choses entre les paroles ou les discours qui ont été prononcés par le chef de l'État, dont le fameux politique, dans le pluralisme syndical. Non, mais vous savez comment ça s'est passé. Vous savez comment ça s'est passé. C'était tout simplement des petits groupuscules du MPR. Vous savez très bien que même ceux qui s'appelaient de l'opposition, quand nous suivons de très près, nous avons compris qu'ils jouaient le jeu de Mobutu. Donc ce n'était qu'un multipartisme de facettes. Mais en réalité, la démocratie, on ne l'a jamais vécu
vécu. Parce que, pour preuve, depuis 1990 jusqu'à 1997, on n'a jamais vécu les vraies élections. On n'a jamais vécu la vraie démocratie. Les fameux gouvernements d'union nationale organisés après le conclave, ainsi de suite, n'étaient que des marionnettes que Mobutu était en train de manipuler. Mais c'est seulement avec Joseph Kabila que nous avons vu les vrais jalons de la démocratie. Voilà, moi je ne veux pas entrer dans une polémique des mots. Moi je pars sur les faits. Dans les faits, nous avons constaté après le 1+4 que Joseph Kabila a jeté les jalons de la démocratie, que moi j'appelle le père de la démocratie. C'est mon avis, c'est mon opinion. Les autres peuvent penser ce qu'ils pensent. Moi je pense, je suis sur les faits, et tous les Congolais le savent. Nous ne devons pas nous voiler devant l'histoire. Devant l'histoire, c'est Joseph Kabila qui nous amène la démocratie, et il nous amène aux deuxièmes élections. Il est en train de nous amener aux troisièmes élections apaisées, démocratiques et libres, voyez-vous. Alors, M. John Numbi, pour s'attarder sur cette question de l'indépendance, il y a eu le discours du président Kabila prononcé par rapport à ce 55e anniversaire de l'indépendance. Est-ce que, d'après vous, le président a répondu aux attentes de l'opinion? Parce qu'il y en a qui s'attendaient puisse fixer l'opinion sur la date, par exemple, du dialogue. Voilà, le chef de l'État a d'abord fixé la population. Je pense qu'il a vraiment fixé la population sur ou plutôt la nécessité d'un dialogue éventuel. Il a répondu aux attentes parce que avant le 30 juin, le chef de l'État a organisé des consultations. Il les a organisées même en province. Nous avons tous suivi, nous avons été reçus et nous avons entendu tous. Et c'est ce que le chef de l'État a dit. À la grande majorité, le peuple congolais est d'accord pour que nous puissions dialoguer. Le peuple congolais est d'accord pour que nous puissions aller aux élections. Le peuple congolais est d'accord pour que nous puissions enraciner notre démocratie que nous avons chèrement acquise, voyez-vous. Donc aujourd'hui, le chef de l'État a répondu parce qu'il a dit qu'effectivement nous allons aller au dialogue, nous allons définir les modalités pour organiser des bonnes élections, nous allons définir des modalités pour permettre à ce que notre démocratie soit enracinée. Je pense que le chef de l'État a répondu. Mais ici, il faudrait voir, il y a le peuple congolais et il y a un groupe d'hommes politiques congolais. Alors, si c'est un groupe d'hommes politiques congolais, je pense qu'il n'a pas répondu à leurs attentes parce qu'ils attendaient autre chose que ce que le Congolais attend. Mais le mot que le président a glissé dans son discours en disant que le dialogue sera organisé sans une ingérence étrangère, est-ce que vous ne voyez pas que c'est déjà un refus par rapport à la proposition, à la demande de l'UDPS? Non, le chef de l'État a répondu à ce que le peuple a demandé. Il a reçu les gens et je pense que même dans l'opposition, il y a beaucoup de voix qui se sont levées pour dire « nous ne sommes pas d'accord pour que le dialogue soit organisé par l'extérieur ». Je prendrai pratiquement un mot prononcé par Vital Kamerhe de l'UNC, le président de l'UNC. Vital Kamerhe dira que les Congolais, quand on les laisse seuls, ils sont capables de trouver des solutions. Et il donnera l'exemple à Hassan City que lorsque on était en train de les suivre, ou plutôt de leur mettre ce qu'on appelle des médiateurs, chaque fois les Congolais n'arrivaient pas à s'entendre. Lorsqu'on les a laissés à l'hôtel, quelques minutes après, les Congolais ont sorti une solution. Je pense que les Congolais sont capables. Et moi, je pense que l'UDPS n'a jamais demandé l'ingérence de la communauté internationale ou de l'étranger. Une médiation internationale. D'après c'est Martin Kobler. Non, mais nous comprenons une chose d'abord, c'est que le chef de l'UDPS, que nous respectons beaucoup, le patriarche Tshisekedi Wamulumba, qui a tenu un discours personnellement que j'ai trouvé, depuis que j'ai suivi ces discours, c'est le discours le plus conciliant et le plus mature que j'ai suivi. L'homme a demandé aux Congolais, et il a dit, le sens du dialogue se trouve dans notre culture, ça se trouve dans notre sang congolais. Et quand vous suivez très bien, nous avons évolué avec ça. Nous allons construire notre démocratie sur le dialogue. C'est à notre façon que nous allons faire notre démocratie, pas à la façon des Occidentaux. Et s'il a demandé une médiation, je ne sais pas, c'est tout à fait... ils sont libres de prendre ou de faire leurs propositions, mais les Congolais pensent que nous devons parler entre nous. Et chaque fois qu'il y a eu des médiations, je vais vous dire une chose, chaque fois qu'il y a eu des médiations, quel était le résultat? Il n'y avait pas de bons résultats. On a vu le Moustapha Niasse, on a vu des gens venir. Au contraire, ils nous ridiculisaient. Rappelez-vous de Abdoulaye Wade en 1990, avant de partir, il dira qu'en RDC, il n'y a pas des hommes d'État.
il n'y a pas des hommes, des politiciens. C'est un peu ridicule. Nous n'allons pas continuer à aller chercher des gens à l'extérieur, alors que nous avons chez nous des hommes capables de pouvoir mener à bien. Monsieur Jesse, tel que vous le dites, main or, l'UDPS tient mordicus à la médiation internationale. Vous, dans votre façon de voir les choses, vous dites que non, ça sera de l'ingérence. Est-ce que vous ne voyez pas, si vous faites un passage en force en organisant le dialogue entre Congolais, sans qu'il puisse y avoir une médiation congolaise internationale, on risque d'aboutir à l'échec qu'on a connu aux concertations nationales? Voilà. D'abord, nous n'allons pas faire ce que vous appelez de manière forcée ou un forcing. Non, pas du tout. On ne fera jamais un forcing et on ne l'a jamais fait. Nous allons répondre à ce que les Congolais veulent. Vous savez, nous sommes en politique. Il y a des gens qui donnent des avis ou des opinions par rapport à leur positionnement. Il y a des calculs et des agendas cachés. Mais si nous n'avons pas d'agenda caché, je ne vois pas pourquoi nous allons refuser de nous parler. Parce que pourquoi voulons-nous aller ingérer les autres si nous n'avons pas des agendas cachés? Parlons-nous face à face. Discutons entre nous. Nous avions nous avions organisé les concertations. Nous avons demandé à tout le monde de venir. Les gens ne voulaient pas. Vous savez très bien qu'en 2006, lorsque Joseph Kabila annonce les élections, M. Tshisekedi n'y croit pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se dit, si ce n'est pas la communauté internationale qui organise les élections, elles n'auront jamais lieu. Ils ont encore la nostalgie de la période impérienne. Ils ont encore la nostalgie de la période 1990. Mobutu n'est plus. Dans ce contexte, l'opposition estime que Kabila constitue un problème. Il ne peut pas être au centre de ces dialogues. Monsieur le journaliste, d'abord, quand vous parlez de l'opposition, faites la part des choses. Ce n'est pas l'opposition qui le dit, c'est l'UDPS qui le dit. Donc il faudrait que vous fassiez la part des choses parce qu'il y a multiples oppositions. Il y a l'opposition citoyenne, il y a l'opposition républicaine, il y a l'opposition... il y a diverses oppositions. Vous ne pouvez pas quand même ignorer la force de l'UDPS. Je n'ai pas ignoré, je respecte le patriarche, je l'ai dit tout en commençant, je respecte l'UDPS et je sais qu'il constitue une force notable. C'est la deuxième force en concertation nationale, il y a une catégorie des opposants qui ont participé, mais comme on dit souvent que l'histoire est têtue, donc une catégorie des opposants s'était retiré, a refusé, mais vous savez que dans l'opposition... Nous rentrons encore au fameux dialogue. Est-ce que vous savez que dans l'opposition, on renie déjà la suprématie de l'UDPS? Vous savez ça? Il y en a qui ne croient plus en l'opposition de l'UDPS. Donc voilà, moi je ne veux pas rentrer dans ce débat de qui est opposition, qui ne l'est pas, mais je me dis, il y a plusieurs oppositions. Il y a l'opposition, nous devons leur laisser le droit de s'exprimer. Ils sont libres, ce sont des Congolais. Il y a un groupe d'opposants qui pensent que Kabila est un problème. Ça, c'est eux qui le pensent, mais les Congolais ne le pensent pas. Vous avez vu les consultations. Qui avez-vous entendu dire « Nous ne voulons pas, nous voulons rediscuter 2011 ». Ça s'est dépassé. Aucun Congolais ne l'a dit. Aucun Congolais. Même les gens de l'UDPS qui le disent, regardez-les dans les yeux. Ils le disent sans conviction. Ils le disent sans conviction. C'est tout simplement pour essayer de s'éviter le ridicule qu'ils essayent un peu d'en parler. Mais vous savez très bien avec moi que M. Tshisekedi avait prêté serment en 2011 et il ne l'a jamais dénié ce qu'il avait fait ce jour-là. Bon, ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont en train de marcher dans la même logique. Ils continuent à réclamer l'impérium. C'est tout simplement pour s'éviter le ridicule par rapport à ce qu'ils ont fait. Oui, effectivement. Alors, M. Jesse, comment expliquer qu'en 2011, le gouvernement a organisé les élections sur fonds propres et qu'en 2016, cela soit impossible? Voilà, le chef de l'État l'a si bien dit. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Ce que nous disons, c'est que la CENI, ou plutôt déjà le chef de l'État, voyant venir les problèmes, connaissant qu'en 2011, la communauté internationale nous a séchés. Pendant qu'on l'attendait, elle n'est pas venue. Voyez-vous, le chef de l'État, en clairvoyant qu'il était, il s'est dit non, nous devons prévenir, parce que gérer, c'est prévoir. Il s'est dit nous allons organiser des élections. Il a fait une proposition. Est-ce que nous ne pouvions pas réfléchir des élections en indirect, dans un scrutin indirect? Question de minimiser les coûts pour nous concentrer sur les élections présidentielles qui devront intervenir en 2016. Là, nous sommes en 2013-2014 déjà. Et qu'est-ce qui se passe? Les opposants, les troubadours de l'opposition, ils commencent du bruit, ils commencent à criailler, voilà tricherie, voilà fraude, ainsi de suite. Il faut peser le mot, c'est trop fort, troubadour. Je m'excuse, monsieur le journaliste, mais ce qu'ils font, ça ressemble un tout petit peu à cela. Bon, si vous ne voulez pas le mot, mais ça ressemble vraiment à ces pratiques des troubadours. Alors, nos amis de l'opposition, ils se sont agités.
pour dire non, 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 non. Quand la CNI propose cette réforme, on a accusé, on a criaillé. Moi, je pensais que ces gens pouvaient quand même réfléchir en homme d'État et pouvoir regarder un peu plus loin. Non, ils n'ont pas réfléchi. Pour eux, tout ce que Kabila fait, c'est tout simplement pour se maintenir au pouvoir. Non, on ne gère pas le pays de cette manière. Kabila, c'est le père de la nation. Tout ce qu'il fait, c'est comment conserver la démocratie qu'il a lancée. Il veut aussi rester dans l'histoire. Il a commencé une chose, il ne peut pas, avant de partir, faire comme les anciens présidents qui disaient « après moi, ça sera le chaos ». Pour Joseph Kabila, ce n'est pas ça. Il se dit, après moi, ça doit être meilleur. Parce que vous verrez très bien, la projection que Kabila fait pour 2035, c'est pour l'émergence. Il fait une projection pour 2035 et il le prépare maintenant alors qu'il ne sera pas président à ce moment-là. Voyez-vous la grandeur d'âme de l'homme. C'est ce que moi je me dis, nos amis de l'opposition se sont agités. En 2000, quand la commission nationale, la commission des élections, la CNI présentera un calendrier partiel, c'était par rapport au coût. Nos amis ont criaillé encore. Non, nous avons besoin d'un calendrier global. Mais c'est le calendrier global qui nous exige un coût élevé. En 2011, c'était les élections présidentielles et législatives seulement. Nous pouvions les organiser avec 300 millions de dollars. Mais aujourd'hui, vous savez que c'était 300 millions de dollars, à peu près 288 millions. Et aujourd'hui, c'est quand même plus d'1 milliard. Et nous ne pouvons pas nous le permettre avec notre budget parce que le chef de l'État l'a si bien expliqué. Vous savez très bien que le calendrier global est sorti alors que le budget 2015 était déjà voté. Vous savez très bien. Et que dans le budget 2015, il y a des coûts qui n'étaient pas prévus par rapport aux élections. Le budget était prévu, était faible, parce qu'on réfléchissait en termes d'un budget, plutôt des élections partielles. Mais aujourd'hui, on doit réfléchir en termes d'un calendrier global. Nous devons rediscuter tout ça. C'est pourquoi nous disons, nous allons au dialogue pour parler de la possibilité de les organiser, la faisabilité. Nous ne disons pas que c'est impossible. Nous allons organiser les élections avec nos moyens propres. Mais le gens de l'opposition estime que tout ce que la majorité est en train de faire, ce sont des stratégies pour aboutir au glissement. Je vais vous dire ça. En fait, la réalité, c'est quoi? C'est la peur. Vous savez, quand quelqu'un a peur, il se donne des occasions il se crée même des ombres pour justifier sa peur. Vous savez, quand vous avez peur de sortir la nuit, vous pouvez crier « Non, j'ai vu des ombres là-bas, j'ai vu des lions là-bas ». C'est tout simplement de la peur. Nos amis sont en train de s'agiter parce qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. Nous avons annoncé ces élections, préparons-nous aux élections, allons aux élections. Que nos amis ne jouent pas le jeu et ils pensent qu'ils peuvent prendre... Il faut choisir quand même dans le calendrier des élections qui sont prioritaires. Ce sont les législatives nationales et la présidentielle. Monsieur le journaliste, je n'aime pas le terme prioritaire. Je pense que... Compte tenu des moyens. Sur le plan financier. D'abord, je vais vous dire, lorsque nous parlons en termes de priorités, nous devons commencer par les élections qui sont en souffrance, dans les élections qu'on n'a pas encore accomplies, c'est-à-dire le cycle 2011. Donc nous ne devons pas exclure certaines élections pour appeler les autres prioritaires. Prioritaires par rapport à qui? Par rapport à monsieur tel qui sera candidat au présidentiel et qui ne le sera pas au local, ou par rapport à la population qui voudrait se faire diriger ou administrer par ses propres élus au lieu de lui amener des gens qui ne connaissent pas, qui ne reconnaissent pas. Par rapport au poste. Par rapport au poste de ce monsieur qui va occuper. Non, la présidence. Non, mais effectivement, c'est ce que je dis. Le poste de chef de l'État, c'est pas le Congolais moyen qui le vise. C'est 2, 3, 4 personnes de l'opposition qui sont en train de le viser. Par rapport à eux, oui. Par rapport à leurs intérêts, oui. C'est peut-être prioritaire. Mais par rapport à nous, Congolais, ce qui est prioritaire, c'est la démocratie. Ce qui est prioritaire, c'est la nation. Ce sont les fondations de la démocratie, les fondations de la nation. Et ça passe par une démocratie à la base. Je pense que nous ne devons pas beaucoup plus nous lier sur des dates, sur des délais dont on parle. J'ai entendu un monsieur de l'opposition. Moi, je ne dis pas que les délais, ce n'est pas important, mais lui, il estimait que ce ne sont que des petits mots utilisés, mais ce n'est pas ça qui est important. Mais moi, je pense que le plus important, c'est la démocratie. Le plus important, c'est la nation congolaise. Le plus important, c'est la paix en RDC. Ce qui reste, ce sont des mécanismes que nous pouvons utiliser tous ensemble et trouver des compromis pour que nous puissions amener le pays à vivre sa démocratie. On ne peut pas estimer, M. Jesse, que pour des élections qu'on n'a pas eu à organiser en 2006, qu'on estime aujourd'hui en 2013 qu'elles sont prioritaires, notamment les élections locales. Le calendrier électoral en 2006 prévoyait les élections locales jusqu'à la présidentielle. Donc, quand on a tout chambardé, donc en commençant par la présidentielle et législative nationale, donc on a estimé que c'est ce qui est important. On a estimé en son temps. Mais cela n'exclut pas que quand on avance dans la vie, que l'on puisse corriger les erreurs.
Donc il ne faudrait pas que nous puissions nous entêter à faire les choses de la même manière, parce qu'on l'a fait en 2006, on l'a fait en 2011, et que cela peut-être nous a posé des problèmes, qu'on ne le fasse pas aujourd'hui. Moi, je ne vois pas cette logique-là qui tiendrait à dire, parce qu'on ne les a pas organisées en 2006, parce qu'on ne les a pas organisées en 2011, donc elles ne sont pas importantes. Moi, je ne pense pas. Au contraire, je vais vous dire, au contraire, si on les avait organisées, elles nous auraient permis d'avoir déjà une démocratie à la base et nous permettre aujourd'hui de pouvoir solidifier certaines choses. Moi, je pense que nous devons rediscuter ou revoir nos systèmes. Il ne faudrait pas que l'on puisse réfléchir en termes de Joseph Kabila. Je vais vous donner mon avis. Je pense qu'il y a moyen d'étudier les élections moins coûteuses, et notamment avec le scrutin indirect. Nous devons nous regarder en face et rediscuter certaines questions. Il y a des pays en Afrique, tous les pays du monde d'ailleurs, les pays développés du monde, il n'y a que quelques pays comme la France, quelques seulement. Et d'ailleurs, parmi les 7 pays les plus puissants du monde, il n'y a que la France qui fait les élections en direct, plutôt en scrutin direct au présidentiel. Tous les autres, c'est indirect. Ça permet d'économiser les moyens. Je pense que nous pouvons aussi réfléchir. Nous sommes encore en Afrique, et nous sommes encore une démocratie naissante. Nous pouvons réfléchir comment organiser des élections en indirect. Ça, c'est mon avis. Je pense qu'on devra discuter à la prochaine pour que les élections présidentielles soient organisées en indirect. Ça permet premièrement d'économiser les moyens, mais ça permet aussi de consolider, d'éviter des clivages que nous vivons chaque fois qu'il y a des élections, Est-Ouest ou Nord-Sud, ainsi de suite. Donc, ce sont des clivages qui peuvent générer sur des conflits comme on l'a connu en 2006, on a connu en 2011. En 1960, avec Kasavubu, il a été élu au suffrage indirect. Oui, effectivement. Effectivement, il a été élu au suffrage indirect et je ne pense pas que c'est une mauvaise expérience. Je ne pense pas. Mais le problème, c'était la gestion du Premier ministre et du Président, la manière dont on les a opposés qui a posé problème. Ça n'avait rien à voir avec la légitimité du président Kasavubu. Au contraire, moi je pense, parce que c'était un président consensuel. C'était un président que tout le monde acceptait, les dirigeants ou plutôt les délégués de chaque peuple du Congo a soutenu Kasavubu et nous l'avons accepté. Je pense que c'est une belle expérience. Oui, Etienne Maïna. Je conclus, je vous ai bien suivi, je conclus que jusque-là, il n'y a pas de démocratie parce que on n'a pas encore organisé les élections à la base. Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Je pense tout simplement que la démocratie est déjà lancée depuis 2005. Depuis 2005. Joseph Kabila nous a lancé sur ce chemin de la démocratie et qu'aujourd'hui, nous devons enraciner cette démocratie. C'est ce que je dis. Nous devons la solidifier par les élections à la base, parce que ces élections permettront à ce que tous les Congolais vivent la démocratie. Vous avez vu avec Mouzé, quand il est arrivé, il a organisé les élections à la base. C'était une politique de renforcer la démocratie, alors qu'au sommet, il n'y avait pas encore des élections, mais il y avait des élections à la base. Je pense que c'est ça ce que nous devrions faire. Voilà, M. Jessé, l'émission, c'est en toute vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, le glissement est impossible? D'abord, le glissement, c'est quoi? Je ne sais pas très bien le mot glissement. Je l'entends parler trop, mais il y a trop d'incompréhension sur ce mot glissement. Quelqu'un m'a dit, lorsque vous glissez, vous allez tomber. Je pense qu'il il faudrait pas... est-ce que le glissement est impossible? Moi, je pose la question, est-ce que nous travaillons pour un glissement? À voir comme les choses se présentent. Parce que le président du Sénat l'a très bien dit, qu'il n'y a pas de moyens pour organiser les Nous allons organiser les élections provinciales en octobre. Nous allons organiser les élections locales. Nous allons organiser les élections sénatoriales et M. Kengo va partir. Nous allons organiser les élections des gouverneurs. Nous allons organiser toutes ces élections-là. Nous arriverons aussi aux législatives nationales et aux présidentielles. Je pense que c'est ce qui est plus important pour nous. Bon. S'il a estimé qu'il n'y avait pas les moyens, c'est vrai, il y a des contraintes financières. Nous ne devons pas nous voiler la face. Mais c'est pour ça que nous devons discuter pour voir comment organiser ces élections à bien. Pour glisser? Non, glisser, c'est-à-dire quoi? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi pour glisser? Pour dépasser aller au-delà du mandat du président de la République. Un homme d'État comme Joseph Kabila ne peut pas gérer un pays avec des ambitions d'aller au-delà du mandat. Non, pas du tout. Le glissement dont vous parlez, je pense que c'est un accident. Un accident ne peut pas être prévu. Si jamais il y a des contraintes qui font que l'on ne peut pas rester dans les limites des dates, moi je pense que ça ne peut pas se prévoir. Ça doit tout simplement se constater.
Si nous sommes devant une telle éventualité, nous discuterons et nous verrons qu'est-ce qui est faisable. Mais je ne pense pas que ce soit ça le plus important, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de doper la population avec de telles idées, comme on l'a fait en 2011, avec les dates du 19 décembre, comme on l'a toujours fait avec les anciennes dates du 30 juin. C'est un peu du déjà connu. Maintenant qu'il n'y a pas de moyens, donc il ne nous reste qu'une année et quelques mois pour organiser les élections législatives nationales et la présidentielle. Donc tant qu'il n'y a pas de moyens, donc on n'aura pas à organiser ces élections. Et même au niveau de provincial, ça pose toujours problème. On aura les élections. Moi, je suis convaincu qu'on aura les élections. On aura les élections et on va les organiser. Nous n'avons qu'à parler entre nous pour trouver la meilleure façon d'organiser des bonnes élections. Parce que pour moi, le plus important n'est pas d'organiser les élections, mais le plus important, c'est d'organiser des bonnes élections. Parce que nous n'allons pas faire des élections pour des élections. Kengo Andondo, je le trouve de fois comme un prophète pour la République démocratique du Congo. Lors des concertations nationales, il l'avait dit tout haut. Que nous aurons un gouvernement. À l'issue des concertations nationales, nous allons nous partager le gâteau. Il y aura un gouvernement de cohésion nationale. Tout le monde a nié, mais à la fin, c'est ce qui a été fait. Il est dit aujourd'hui je pense que c'est un grand. Il n'y a pas d'argent. Nous devons nous mettre autour d'une table pour dialoguer. Mais alors. Je pense que c'est un grand politicien. Je ne peux pas douter de sa clairvoyance ou de sa capacité de voir l'avenir. Mais moi, je ne veux pas aller dans le domaine du mystique ou du spirituel pour prédire l'avenir. Je n'ai pas ces dons-là. Je me dis, nous tenons à ce que nous sommes en train de faire et à notre volonté. Je pense qu'il y a d'abord la volonté politique qui est exigée, tant dans la majorité que dans l'opposition. Il y a certaines... Vous savez, nous avons dit une chose. Lorsque l'opposition est en train de nous venir avec beaucoup trop d'exigences, ce n'est pas pour nous permettre à faire des bonnes élections au moment opportun. Parce que comme je venais de le dire, le plus important, c'est d'avoir des élections en date, mais aussi des bonnes élections. Donc, il ne faudrait pas que nous disions, nous voulons les élections seulement, mais des bonnes élections. C'est ça le plus important. Mais quand l'opposition commence aujourd'hui à nous balancer telle ou telle autre contrainte, je pense que ça risque de nous amener dans des difficultés à organiser des élections. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils sont en train d'attendre, parce qu'il y en a qui, au lieu de préparer les élections, ils préparent plutôt le 19 décembre 2016. C'est marrant. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, mais c'est à eux qu'il faut poser la question. Non, c'est vous qui venez. Non, mais moi je constate qu'ils sont en train de préparer le 20 décembre. Au lieu de se préparer pour le 28 novembre 2016, ils sont en train de se préparer pour le 20 décembre. C'est marrant. C'est la même chose également pour la majorité présidentielle. Vous ne vous préparez pas aussi à... Nous préparons aux élections. Non, jusque-là... Vous regardez très bien dans nos partis, il y a des restructurations, il y a des réorganisations. Vous allez entendre cela aussi dans l'ECT, vous allez entendre... Il y a beaucoup de travail qui se fait. Mais c'est au niveau de l'élection présidentielle dont on attend beaucoup plus... Mais les élections présidentielles, nous préparons les élections présidentielles. Vous avez vu que la majorité s'organise. Il y a tant de réunions de la majorité. Et nous n'allons pas vous révéler toutes les stratégies de la majorité aujourd'hui, un an et demi avant les élections. Je pense que c'est tout à fait de bonne guerre que de garder certains secrets. Je pense que c'est de bonne guerre. Monsieur Jessé, donc revenons au fameux dialogue. Donc le président de la République, Joseph Kabila, a jugé mieux d'étendre les consultations à province, mais une certaine opinion a estimé que ça ne fait qu'allonger les histoires au lieu d'aller tout droit au but. Est-ce que ça valait la peine d'étendre ces consultations en province? Je pense que ceux qui disent ça, c'est ceux qui sont habitués. Généralement, quand vous suivez très bien, le Congolais n'est pas encore habitué à la vraie démocratie, c'est-à-dire à intégrer toute la population, toutes les couches dans la gestion de la chose publique. On est habitué à un dictat. C'est-à-dire, il y a un monsieur qui décide au niveau de Kinshasa et qui vous dit ce que vous devez faire. Ça se passe tant au niveau des partis politiques, vous verrez que beaucoup de partis politiques sont gérés par un monsieur. Quand il a dit, il a dit. Et c'est ça l'erreur. Le chef de l'État ne voulait pas tomber dans cette erreur. Il s'est dit, nous devons consulter à Kinshasa. Et c'est d'ailleurs les Congolais de l'arrière-pays qui ont réclamé que non, le chef de l'État ne doit pas se limiter à Kinshasa. Il y a des Congolais qui doivent parler, qui veulent aussi dire un mot. Notamment, les Katangais voulaient aussi dire quelque chose. Je pense que c'était utile. Vous avez entendu, il y a d'autres sons des cloches qui sont sortis seulement au Katanga.
Et nous avons entendu des hommes d'église ou des jeunes parler et il y a eu certaines phrases qui n'ont été prononcées qu'au Katanga. Je pense que c'était important. Bon, et même dans la symbolique même de l'esprit nationaliste, c'était important. Merci bien, Monsieur Jesse Numbi. Bien entendu, cela nous permet d'aborder la question du découpage territorial en République démocratique du Congo. Donc, pour le Katanga, donc, aujourd'hui c'est le 30 juin, bien entendu, en dehors du grand défilé qui a été organisé. Un monument donc a été inauguré, vient d'être inauguré bientôt là par le gouverneur de province et le président de l'Assemblée provinciale du Katanga. Ça s'appelle Place de l'identité katangaise. Ça veut dire que au Katanga, malgré le découpage, malgré que le Katanga va éclater en quatre, donc cette identité doit rester. Je salue l'œuvre de Baba et du vaillant gouverneur du Katanga. Je pense que ce qui se passe, c'est ce que nous avons toujours dit. Nous avions dit, malgré le découpage, mais l'identité katangaise ne se perd pas. Parce qu'il y avait de ceux-là qui présentaient des peurs, des craintes, en se disant que lorsqu'on va découper, voilà, le Katanga va disparaître, l'identité katangaise. Monsieur Jesse Numbi, cela nous permet d'aborder la question du découpage territorial en République démocratique du Congo, aujourd'hui le 30 juin, ici au Katanga. Donc ça a une dimension tout à fait particulière parce que l'autorité provinciale vient d'inaugurer tout à l'heure le monument, donc la place de l'identité katangaise. Ça veut dire que malgré le découpage, l'identité katangaise doit toujours rester. Oui, pratiquement, je suis très content et je salue cette œuvre du chef de la province, de l'exécutif provincial et de Baba. Pratiquement, c'est ce que nous disions chaque fois quand nous passions dans vos émissions. Nous assurions à toute la population katangaise que le découpage ne viendrait nullement pas séparer les Katangais, ne viendrait nullement pas enlever cette identité katangaise. Et je vois ce travail de grands monuments de la province qui est très important pour consolider l'identité katangaise. Et ainsi, par cela, nous assurons à tous ceux qui avaient peur pratiquement du découpage que le découpage n'a rien à voir avec l'identité katangaise, mais ce n'est qu'une réforme administrative. Mais l'identité katangaise, nous devons le consolider, nous devons le garder. Et moi, je souhaite que l'histoire ne soit pas effacée d'un trait, parce que nous avons vécu le Katanga et nous devons le conserver. Nous avons lutté pour que le Katanga existe. Nous connaissons ce qui s'est passé avant. Mais aujourd'hui, le Katanga existe et l'identité katangaise, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, continue à couler dans nos sangs. Donc je pense que ça, on ne l'enlèvera jamais et alors au grand jamais. Mais M. Jesse Numbi, par rapport au chronogramme tracé pour que ces découpages puissent être effectifs, aujourd'hui, le 30 juin, donc, le Katanga devait être éclaté en 4 provinces. Donc, encore une fois, donc, le pouvoir en place n'a pas réussi. Je ne voudrais pas que vous puissiez parler en termes de réussir ou de ne pas réussir. C'est une promesse faite. Non, mais le chronogramme, c'est un programme de travail qui peut connaître des retards, qui peut connaître des contretemps. Je ne vois pas le chef de l'État reculer devant cette situation. Et d'ailleurs, vous avez tous suivi le gouverneur de la province. Il a reçu une équipe avec qui ils ont parlé pour la préparation effectivement de l'installation de ces 4 provinces. Je pense que les autorités tant provinciales que nationales sont en train d'y travailler. Il y a eu un retard. Effectivement, nous, de l'arrière-pays, nous sommes encore dans la soif de vivre ces moments-là, effectivement, mais bon, nous prenons encore notre mal en patience pour que nous puissions vivre ce découpage, effectivement, cette réforme administrative, nous pensons qu'elle peut nous apporter quelque chose. Est-ce que ça ne signifie pas que tout n'est pas fin prêt, il faut y aller? Donc, quelque chose qui est fait précipitamment? Non, précipitamment, je ne pense pas et je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Mais je ne suis pas au gouvernement pour que nous puissions décider, dire que c'est trop précipité. Ce que moi je voudrais dire, c'est que, je l'avais déjà dit, c'est que nous ne devons pas aller de manière précipitée, mais nous devons y aller. Si aujourd'hui le gouvernement estime que nous avons besoin de quelques temps, de quelques mois, de quelques jours, moi je ne vois pas de mal en cela. Nous pouvons, même s'il faut demander une année, moi je ne vois pas de mal en cela, mais que cela soit fait dans des bonnes conditions. Mais si le gouvernement estime que dans 15 jours on pourra installer la nouvelle province, moi je ne vois pas pourquoi nous allons refuser. C'est le gouvernement qui débourse les moyens, c'est le gouvernement qui installera. Et nous, ce que nous voulons ou ce que nous souhaitons, je viens de l'arrière-pays, je vous dis ce que le peuple vous souhaite. Nous, au village, nous voulons le découpage, nous voulons avoir nos autorités à portée de notre vue.
Oui, Héritier. Alors, comme vous venez de l'arrière-pays, est-ce que cette population sera prête à assumer le coût du découpage? Est-ce qu'elle ne sera pas encore appauvrie davantage? Parce que les rapprocher de gouvernance, ça veut dire qu'il y aura des taxes qu'ils doivent commencer à payer. Vous savez, le problème des taxes, c'est une discipline, hein, et ça ne fait pas toujours plaisir quand on doit payer les taxes ou l'impôt, mais c'est une obligation. Et est-ce que vous pensez que c'est normal si ces peuples-là ne payaient pas de taxes? Ce n'est pas normal. L'impôt, on doit le payer. Nous avons des situations difficiles, certes, mais c'est avec l'impôt que nous pouvons corriger toutes ces situations. Comment voulez-vous que nous puissions arriver à construire cette république s'il n'y a pas cette discipline de taxes? Nous avons vu avec le nouveau gouverneur qu'il y a beaucoup de taxes qui ont été lancées. Au début, c'était un problème. Les gens se plaignaient. Quand on a parlé des taxes foncières, quand on a parlé de certaines taxes de la DER4, il y a des gens qui pensaient que c'était pour les traumatiser. Mais aujourd'hui, les gens ont compris le bon fondement de ces taxes-là. Et ça profite effectivement aux populations. Je pense que c'est une discipline, c'est du civisme, c'est normal. Nous devons aller cultiver cela dans nos populations à l'intérieur.